pas gouverner. J'entendais des experts de la Banque Centrale Européenne, j'étais très frappé, hors caméra, qui disaient il y a des effets de décrochage soudains. C'est-à-dire, comme ça s'est passé pour la Grèce, par exemple, c'est pas vrai que ça peut être une longue dégradation forcément. Il peut y avoir d'un coup un effet de décrochage. Pourquoi ? Giorgia Meloni, qui apparaissait comme une extrémiste, qui a fait frémir une partie de l'Europe aussi, quand on a vu qu'elle allait arriver au pouvoir, avait pris la résolution très sage, avec le recul du temps, de se rapprocher de Mario Draghi, qui a pu justement en fait rassurer les partenaires européens et les marchés, parce qu'évidemment, vu son passé, on savait qu'il savait de quoi il parlait, et elle s'est alignée à peu près sur ces positions-là, ce qui explique qu'aujourd'hui, d'ailleurs, dans le naufrage quasi général des élections européennes, où les pouvoirs en place, pour la plupart, ont fait des scores très mauvais, non seulement elle a fait un bon score, mais elle a fait un meilleur score que précédemment. Donc, évidemment, c'est pas tout, l'économie, mais effectivement, ça touche les gens dans leur quotidien. Et il n'est pas dit que ces pouvoirs extrémistes ne prennent pas exemple à un certain moment sur Giorgia Meloni. Il faut le faire vite. Exactement. Faut le faire vite. Parce que Liz Truss, dont vous parliez, la première ministre britannique, je crois que c'est elle qui a battu le record de la durée la plus courte au pouvoir dans toute l'histoire de la dynastie de la famille royale. Ils n'ont pas leur Draghi. C'est pour ça que... Voilà, c'est toute la question. Est-ce qu'il y a un Draghi quelque part ? Et dans cette campagne, je pense qu'il faudra regarder de très près la réaction des Allemands. Parce que nous, on n'est pas très raisonnable. On a 115% du PIB en dette. On tient jamais nos promesses. On arrive la main sur le cœur tous les ans à Bruxelles en disant « Ah, c'est juré, l'année prochaine, on ne fera pas plus de 3% de déficit. » Et on les dépasse. Mais, les Français sont riches, ils ont de l'épargne, donc ça rassure. Et puis il y a les Allemands qui sont là. Vous savez, c'est un petit peu comme quand votre enfant a son premier loyer, vous vous portez caution. Les Allemands, c'est un peu notre caution. Si les Allemands disent attention, ça sera terminé. Ils nous vendent leur truc quand même, Oui, bien sûr. Mais si les Allemands nous disent écoutez, non, là, c'est pas possible, et qu'ils baissent le pouce, ça peut aller très vite. Il faut d'ailleurs souligner le côté martien de tout ça pour Olaf Scholz. Il faut rappeler Olaf Scholz chaque fois qu'il vient à Paris. D'abord, il parle pas un mot de français. Il regarde tout le monde avec un air un peu étonné, voilà, de hambourgeois un peu distant de tout ça. Et pour lui, tout ça est martien. Les Français, là. Et ce qu'il est en train de se passer, lui, il a perdu les élections. Ils nous prennent pour des dingos. Et lui n'a pris aucune conséquence. Il n'y a pas chez lui, là, il n'a rien bougé. Et il voit qu'en France, là, il y a deux mondes, là. Et Darius, en Allemagne, on a parlé, vous savez, on est incroyable, Ça fait 2 ans qu'on dit « Oh là là, l'AfD en Allemagne, l'AfD, le danger de l'AfD, les élections, l'AfD 17, le CDU 29. » Donc, c'est pas l'Allemagne le problème. Et la différence, non, mais le parti d'Olaf Scholz, il a beaucoup parlé. Oui, il a mangé, mais enfin, on n'est pas dans la situation. Et Catherine, on peut pas comparer l'Italie de Mélanie à la France de Macron. L'Italie, c'est pas la France. La France. Non, c'est sur le principe. Vous avez raison. De renoncer à ce qu'on a dit durant des années pour finalement se dire soyons un peu sérieux pour éviter. Mais le couple franco-allemand, si la France a un problème, c'est le couple franco-allemand. L'Italie, nos cousins italiens, j'ai beaucoup de respect. Oui. Mais je veux dire, si les taux d'intérêt augmentent au mois de septembre en France et que ça décroche, on peut avoir une situation à la grecque en 2 mois. Renaud Pilat, si on ramasse tout ce qu'on vient de dire, est-ce que la décision de la dissolution est une erreur fatale ou est-ce qu'au contraire c'est un grand courage d'Emmanuel Macron d'aller devant le peuple malgré tous les notables qui piaillent, qui ont perdu leur place et qui ne sont pas contents? C'est une connerie. Diversité des avis. Attendez. Écoutez ce que dit le professeur Jospin. Vous en parliez avec un certain esprit critique tout à l'heure. Lionel Jospin fait la leçon, des termes très durs. Lionel Jospin dit, il y a eu, c'est les mots qu'il utilise, une arrogance et une légèreté. D'abord, il dit, le président Macron a ouvert l'espace au Rassemblement national. Il permet maintenant à ce parti d'extrême droite de frapper aux portes du pouvoir. Battons-nous calmement et démocratiquement pour qu'elle reste fermée. Et il continue, et c'est là où il est le plus acerbe sur le président de la République. Cette fois, j'invoquerai plutôt l'arrogance et la légèreté, car il ne suffit pas de surprendre pour devenir le maître du jeu. Réaction. Il a raison. Il a raison, parce que, regardez, d'ailleurs, Macron le confirme, puisqu'il a dit à un ami chef d'entreprise, c'est dans tous les journaux... Il aurait dit, attention, il aurait dit, c'est des propos prêtés. Apparemment, c'est vrai. Ouais. J'ai prêté, c'est prêté. Je leur ai mis dans les jambes là, une grenade dégoupillée, mais ça veut dire quoi? Mais c'est pas sérieux. On sent très bien que c'est une espèce de moment de dépit, de colère,
Parce qu'il est devant un mur et il pense qu'il va s'en sortir comme ça. Anne Niva n'est pas d'accord. Anne Niva n'est pas d'accord avec vous. C'est évidemment une connerie, comme la dissolution de Chirac en 1997, comme la plupart des dissolutions. C'est ce que dit Nicolas Sarkozy. Il a raison. Vous n'êtes pas d'accord, Anne Niva. Pourquoi ? Non, je ne suis pas d'accord parce que je pense que tous les malaises français, tout ce qui a conduit au fait que il y a quand même 13 288 686 Français qui ont voté Marine Le Pen aux dernières élections présidentielles, tout cela était déjà là. C'était sous les radars, en fait. Et Emmanuel Macron, en faisant ce qu'il a fait, en prenant cette décision, il a évidemment tout fait éclater. Tout ce qui était sous les radars, il l'a fait jaillir. Tout simplement, il l'a fait jaillir. Alors maintenant, moi, je ne suis pas une politique, je ne suis pas en train d'être là, c'est à qui la faute. Effectivement que Emmanuel Macron est bien sûr partie prenante dans le fait qu'il n'a pas réussi à recréer de la confiance, etc. Est-ce que je peux vous provoquer un peu, pardon, est-ce qu'il n'y a pas dans toutes ces réactions un côté notable qui n'aime pas quand le peuple s'exprime ? C'est-à-dire de la même façon, finis ma question, comme dans tant d'élections, chaque fois qu'on parle de référendum, on dit Darius, on n'a pas des têtes de notables. Darius, moi je termine ce que j'étais en train de dire, à savoir que justement, sur ce point de vue-là, sur ce plan-là, Emmanuel Macron a complètement raison. Et quand il dit que c'était l'expression du peuple, je ne vois pas comment on peut dire le contraire. Et ça n'est pas être pro-RN que de dire ça. Pardon, France, ou pro-LFI, ou pro-LFI, peu importe. Le peuple a toujours raison. On n'a jamais tort de consulter le peuple. Quand est-ce qu'on a le tort ? Mais quand on voit le nombre de millions de Français qui ont voté RN et les gilets jaunes et toute cette colère qui ne s'est pas évaporée, c'est pas parce qu'on n'en parlait plus dans les médias qu'elle n'existait plus. Elle existait et elle existe encore. Vous avez raison. Attendez, pas tous un point de vue. Si je peux donner un attendez. Ça m'est égal, je ne suis ni pro-Macron ni rien du tout. Parce que moi, je ne suis pas comme vous, je ne donne pas mon point de vue politique. J'ai quand même envie non, il y a quand même un problème au départ. Emmanuel Macron a refusé la faute originelle. J'aime le peuple. Emmanuel Macron a... Mais oui, mais moi aussi, je suis pour des élections. Je suis pour la dissolution. Non, mais ça c'est la démagogie de bas étage. Chacun son tour. En 2022, Emmanuel Macron a perdu les élections législatives, puisqu'il a eu une majorité relative et non pas une majorité absolue. Ah non, il lui manque 30 députés. Perdu relativement. Non. Il lui manque 30 députés. Il n'a pas voulu en tirer les conséquences, comme Mitterrand. Bon, mais alors, ça n'a rien à voir avec la situation. Non, mais là, si je peux juste terminer. Ah, mais je fais comme toi. Non, parce que je t'ai pas interrompu. Arrêtez d'embêter. Alors que François Mitterrand, en 1988, après une dissolution ratée, parce qu'elle était ratée, lui aussi, et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis plein de ministres centristes, il s'est arrangé avec les centristes, etc. Macron n'a pas voulu en entendre parler, il est passé au 49-3. Il a essayé un peu. Allez, il a essayé un peu. Il a fait si je peux terminer le raisonnement. Vu l'évolution des choses, on voyait très bien, on savait tous très bien que tout ça se terminerait par une dissolution à un moment donné, après les JO, etc. Et je trouve que moi... non, mais attendez, je ne suis pas contre la dissolution, je trouve que c'est une bonne idée de donner la parole au peuple, simplement... Comment dire, la campagne de 3 semaines, je peux pas supporter. J'aurais bien aimé, qu'il y ait le temps du débat. Et ça, c'est voulu, c'est-à-dire, il n'y a pas de débat, il n'y a rien, on joue la panique. De préférence, on aimerait bien peut-être qu'il y ait des manifs, des grosses manifs, on laissera faire, vous voyez, tout ça. Je n'aime pas ça. Il y a un côté manipulation que je déteste. Catherine. Est-ce qu'il n'a pas fait un autre calcul, Emmanuel Macron aussi ? Bon, c'est vrai que de toute façon, dire que c'est pas bien de donner la parole au peuple, c'est toujours un peu compliqué. Et que, comme disait Staline, on ne peut pas changer le peuple. Mais l'autre question aussi était, était de savoir, est-ce qu'il vaut mieux prendre le risque d'une cohabitation avec le RN aujourd'hui en 2024 ou de laisser les clés de l'Élysée à Marine Le Pen en 2027 ? Moi, je pense qu'il a dû aussi faire ce calcul en se disant finalement, s'il y a une cohabitation, que ça se passe mal pour toutes les raisons dont on vient de parler, entre la crise économique, les manifestations, les éventuelles violences, les émeutes. Alors évidemment, c'est un scénario un peu catastrophe, mais qui, dans l'esprit d'Emmanuel Macron,
se solderait sûrement en 2027 par une solution qui ne serait pas Marine Le Pen à l'Élysée. Alors, est-ce que ça a été sur un coup de tête? C'est quand même une question. Il a souvent parlé du fait qu'après Obama, il y a eu Donald Trump, justement, et que c'est une question qui le hante, quand même. Est-ce qu'il y a au-delà de ça une volonté disruptive? Je me rappelle Emmanuel Macron en interview très indulgent à l'égard de Trump en disant on est un peu pareil, on est des hors élites. On a toujours été un peu disruptif. Est-ce que cette fibre-là, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est une forme d'audace, de culot, de courage aussi, parce qu'il prend un risque. Oui, mais le culot a des limites, parce que là, c'est pas un culot personnel, c'est le pays qui est en jeu. Voilà. C'est la vie de 70 millions de Français. Mais comment en 2027 mais c'est l'épargne des Français. Et 2020. C'est l'économie française. Et Emmanuel Macron, depuis 2017, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, a pris certaines bonnes mesures pour l'économie française. Sur le chômage, il y a eu des bons résultats. Sur l'attractivité de la France. Vous ne mettez pas tout ça par terre par une décision personnelle qui n'a pas été prise dimanche soir, qui a été réfléchie depuis quelques jours. Parce que, évidemment, que lorsque vous avez un RN à 32 et que vous avez un parti de la majorité présidentielle qui a fait une campagne nulle. Donc le résultat, évidemment qu'on l'avait. L'Institut, l'IFOP, depuis des jours et des jours, le donnait. La campagne a été nulle. Donc quand vous avez une campagne nulle, vous faites le résultat. Vous ne pouvez pas ne rien faire. Mais le timing, Darius, le timing, vous ne faites pas une élection après une élection avec 15 jours de campagne, parce que donner la parole aux Français, évidemment que c'est important, mais dans ce cas-là, il faut un débat démocratique où on parle des programmes, on a le temps, on n'est pas dans la sidération. On ne fait pas ça 15 jours alors qu'on devrait être en train de préparer Paris pour l'accueil des Jeux Olympiques. Et puis dernière chose, dans ce cas-là, je cherche mon mot, vous prévenez vos potes. C'est vraiment le coach, c'est le capitaine d'équipe qui dit après-demain, tiens, il y a une finale de Coupe du Monde. Ah ouais, mais on n'est pas prêt. Le risque du chaos à très court terme, vous parlez des Jeux Olympiques, il faut lire ce que dit Nicolas Sarkozy, parce qu'alors, il y a les mises en garde de Lionel Jospin, il y a aussi celle de Nicolas Sarkozy. Cette dissolution constitue un risque majeur pour le pays déjà fracturé, parce que cela peut le plonger dans un chaos. Et on parle, comme vous le dites, peut-être déjà de juillet, des Jeux Olympiques, des grandes manifestations anti-RN, CLE-RN, etc. Et pour le président, à qui il restait 3 ans de mandat, et dont j'aurais préféré qu'il les utilisât, subjonctif imparfait, pour accomplir ce que les Français souhaitent. Oui, mais néanmoins, je ne suis pas d'accord avec Nicolas Sarkozy quand il dit dans la même interview, c'est bizarre de dissoudre alors que de provoquer une élection alors qu'on vient d'en avoir une. Je pense qu'il fallait dissoudre, mais je suis d'accord avec ce qui est dit, donc je vais être bref. Il fallait dissoudre le 15 septembre. Voilà. Moi, j'aurais pris la parole en disant bon, les Français ne sont pas contents, il faut qu'on sorte de là. C'est la temporalité. Je donne à la majorité 3 mois pour essayer de trouver un accord de gouvernement avec les gens raisonnables des deux côtés, et si le 15 septembre on n'a pas réussi, je dissolverai l'Assemblée nationale. Au lieu de ça, il fait ça effectivement sur ce qui ressemble un peu à un coup de tête. Est-ce que ça n'est pas à nouveau, la combinaison de notables, le comité Théodule? On parlait, de cette hypothèse. On parlait de cette hypothèse. On disait Madame Borne et Monsieur Cazeneuve et je ne sais pas qui, truc muche et truc machin, vont aller dans des salles de l'Assemblée nationale et puis discuter d'une petite coalition. Et d'abord on essaiera ça. C'était juste pour gagner du temps, parce qu'encore une fois, la période est quand même très mal choisie pour faire ces élections. Effectivement, il y a un risque de désordre avant les Jeux Olympiques, alors que, pardon de cette banalité, mais le monde entier nous regarde. Donc, je pense que tout ça n'est pas très adroit. C'est pas sérieux. Maintenant, sur le fond, que les notables comprennent rien à la vie du pays. Déjà, quand Lionel Jospin parle d'arrogance et de légèreté, grâce les réseaux sociaux qui n'oublient rien, ni Internet, je renvoie à l'interview de Lionel Jospin quelques jours avant le 21 avril 2002 en disant « Et qu'est-ce que vous feriez si Jean-Marie Le Pen était au second tour ?» Et alors là, vous plaisantez, enfin vraiment. Il dit passons à l'élection suivante. Allez, question suivante. Oui, c'est ça. Sur la temporalité, je pense que c'est effectivement une question essentielle. Et là, moi, je n'ai pas de réponse sur pourquoi il a... Mais on peut se dire, si je reviens un instant à l'Ukraine, comment il peut, après avoir dit, juste là maintenant, qu'il allait envoyer des avions, qu'il allait envoyer des instructeurs, etc., dissoudre cette assemblée pour prendre le risque que tout parte à volo, pour que, effectivement, ces décisions ne soient pas du tout suivies des faits. Aniva, écoutez cette séquence extraordinaire où Volodymyr Zelensky, c'est le sommet en Suisse, a répondu à notre consoeur, à notre collègue Margot Haddad, qui lui pose la question. Et elle dit que Emmanuel Macron a rassuré Volodymyr Zelensky précisément sur ce sujet. Écoutez-le.
I have a question because of the political turmoil going on in France, as you've seen, and in the polls. Are you afraid that this might change our position in the defense industry towards Ukraine? Malheureusement, je ne peux pas contrôler la situation politique des autres pays. J'ai parlé à Emmanuel Macron et il m'a dit que rien ne devrait changer. Donc je lui fais confiance. Voilà, bravo Margot Haddad, parce que cette séquence est extraordinaire. Comme vous dites, cette fois, c'est Zelensky qui est un peu inquiet de ce qui se passe en France. Hein. Oui, non, c'est ça. Mais on en plaisante, mais tout ça n'est vraiment pas drôle parce que il y a une guerre en Europe, il y a des circonstances qui sont extrêmement graves. Le monde change à toute vitesse. Et on peut imaginer d'ailleurs qu'il y a d'autres chefs d'État et de gouvernement qui discrètement ont passé des coups de fil pour dire à Emmanuel Macron qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui va se passer, etc. Mais voilà, ils ont été sidérés. Pas les Russes. Hein. Et je veux dire, les chefs d'État, les chefs d'État et de gouvernement européens ont été sidérés. On le sait par des diplomates. Ils ont été sidérés comme nous tous. Et Poutine est content. Exactement. En disant que c'était quelque part jouer le pays à la roulette russe. Alors encore une fois, maintenant, c'est bien de commenter, mais on est à J+7, on ne va pas pleurer sur les renversés. Maintenant, il y a une campagne. Alors parlons-en. Maintenant, il y a une campagne. Parlons de très serait c'est que les Français puissent choisir le 30 et le 7 juillet les programmes, quelles que soient leurs opinions. Parlons de ce qui serait une compétition. Et puisque nous avons avec nous le doyen Gisbert, vous voyez, je vous vieillis, il y a toujours un doyen dans une assemblée. Voilà. On est le plus jeune, et puis à un moment donné, on est le plus vieux. Allez, monsieur le doyen, vous qui avez connu tant de cohabitations, qui avez écrit des livres extraordinaires, je recommande d'ailleurs votre livre du moment, mais aussi La haine et le déni d'Anne Niva, votre livre sur l'histoire intime de la Ve République. Comment va se passer, si elle a lieu, cette cohabitation? C'est-à-dire, est-ce qu'on va assister à une cohabitation dure, avec un éventuel Jordan Bardella et Emmanuel Macron qui se font la guerre, où les précarés sont incertains, ou bien est-ce qu'au fond ça peut se passer de manière assez civile? Les cohabitations sont toujours dures. Historiquement, mais j'ai pas connu une cohabitation qui soit bien passée. La 86-88 avec Chirac, la première, c'était une horreur. C'était très violent, vous vous souvenez. C'était très très violent. Le premier conseil où Mitterrand dit c'était atroce. Oui, il est entouré évidemment d'adversaires. La cohabitation avec Balladur, Mitterrand était dans une situation physique, disons, un peu embêtante. Mais ça s'est très mal passé aussi. D'ailleurs, Mitterrand a joué ouvertement l'adversaire de Balladur qui était Chirac, vous vous souvenez, enfin c'est tout juste, enfin je pense qu'il a même voté pour lui. Et puis la dernière cohabitation Jospin, enfin Chirac-Jospin, c'était très dur et très violent. Il y avait des histoires sans arrêt. Donc c'est une cohabitation, c'est forcément très dur. Et ça, je crois qu'il faut s'habituer à ça. Et d'ailleurs, c'est pas forcément une catastrophe non plus, parce que je pense que ça permet aussi au pays d'avancer. Un équilibre des pouvoirs. Certains pensent ça, hein. Non, c'est pas aussi catastrophique qu'on le dit, puisque quand on voit les résultats des gouvernements qui n'ont pas de cohabitation, c'est aussi catastrophique. On se console, comme on peut. L'histoire de la Ve République, tous ces types qui sont arrivés tout feu tout flamme, qui n'ont fait que des conneries dans les premiers mois, que ce soit l'actuel, le précédent, celui d'avant, etc. Ça a toujours été comme ça. L'histoire a été. Donc la cohabitation n'est pas forcément une catastrophe. Il y a plein de pays d'ailleurs. Et les Français aiment ça, la cohabitation. Oui, c'est-à-dire que l'idée que il puisse y avoir une forme d'équilibre entre deux pouvoirs qui ne sont pas d'accord entre eux. Ça a quelque chose de rassurant. Et je pense que ça peut être un atout pour le Rassemblement national comme pour la coalition de gauche de l'autre côté. Les gens se diront, de toute façon, Emmanuel Macron est toujours là. Donc, ce qui est vrai, c'est que la majorité au pouvoir, même si elle était radicale, ne pourrait pas tout faire et que finalement on s'en sortirait par une sorte j'allais pas dire de paix des braves, mais ce serait pas si dramatique. Est-ce qu'on entre dans l'inconnu? Il faut toujours relire la Constitution, les deux articles notamment de la Constitution 20 et 21 qui disent le gouvernement, on peut les lire exactement, le gouvernement détermine la politique de la nation. Le général de Gaulle lui-même avait hésité sur la formule. Est-ce qu'il faut dire le président détermine et conduit la politique de la nation? En réalité, entre le pouvoir de Matignon et le pouvoir de l'Élysée, il y a une petite marge d'incertitude. C'est pas vrai qu'il y a des précarés tellement définis. On a quand même, ce serait la 4e cohabitation. On a quand même de l'expérience. On a vu comment ça a fonctionné. Donc, faut quand même. Moi, je pense. Emmanuel Macron n'est pas comme. Je vois pas inconnu, moi. Je pense que c'est vrai, ce qu'a dit Guillaume est assez juste, c'est-à-dire le fait qu'il y ait la figure tutélaire
tutélaire, il faut bien le dire, du président au-dessus, va plutôt d'ailleurs favoriser le vote, plutôt le Rassemblement national que le Front populaire. Je pense que ça, d'une certaine manière, ça va rassurer, et que d'ailleurs, à l'occasion, contrairement à ce que dit notre ami Renaud, le président Macron, qui est très démonétisé aujourd'hui, peut très bien redevenir populaire. Mais bien sûr, grâce à la cohabitation. Grâce à la cohabitation, vous voyez, il y a tout cet aspect-là. Est-ce que ça, c'est une hypothèse? Pardon, rappelez-vous, effectivement, 86 Mitterrand qui était très impopulaire. En quelques mois, la presse était plutôt de son côté, une grande partie de la presse. C'est évidemment ce qui se passerait aujourd'hui. Entre Emmanuel Macron et Jordan Bardella, une grande partie de la presse sera évidemment pro-Macron. Le moins de ses gestes, de ses habiletés, etc., on dira « Ah, bravo, bravo ». Balladur, c'était un peu l'inverse. La presse était pro-Balladur, et puis vous avez vu le résultat. Oui, non, pardon. Non, mais et quand on termine sur Jospin, c'était pareil. La presse était pro-Jospin, et c'est finalement le président sortant, c'est-à-dire Chirac. Bon, aujourd'hui, il y a deux presses. Il y a une presse marquée à droite et une presse marquée à gauche. Mais en tout cas, une grande partie de l'opinion sera derrière Emmanuel Macron. Il peut récupérer de la popularité. Oui, juste une précision. Je disais que Emmanuel Macron est démonétisé pour l'instant. Je parle toujours à temps présent. Je ne dis pas qu'il est démonétisé. Ça peut changer, bien évidemment. Après, la cohabitation, on ne peut pas comparer la cohabitation entre Balladur et Mitterrand, entre les uns et les autres, et entre le RN et Emmanuel Macron. Ou entre un Front populaire, mettons, LFiste, qui aurait une majorité absolue, et Emmanuel Macron. On a là, pour la première fois sous la Ve République, des blocs qui sont des blocs avec des mesures beaucoup plus radicales. Et dans la mesure où vous avez des mesures beaucoup plus radicales, et que notamment le domaine de la... Oui, enfin, c'est rien par rapport au RN. Est-ce qu'on est si sûr que ça, est-ce qu'il n'y a pas entre l'Emmanuel Macron, deuxième époque, très pour la sécurité, le rétablissement de l'ordre, qui a toujours su cultiver des liens aussi avec des milieux très conservateurs, parfois réactionnaires. Mais il a échoué là-dessus. Oui. Et le Rassemblement national qui essaiera de faire une cohabitation tranquille. Ils voudront préparer évidemment 2027. Est-ce qu'il peut y avoir aussi par moment des convergences d'intérêts ? L'un des domaines dans lesquels Emmanuel Macron n'a jamais bougé, c'est l'immigration légale. Il considère qu'elle est une chance pour la France. Et ça, à mon avis, c'est un truc sur lequel il ne pourra jamais s'entendre avec le Rassemblement national. Et les entreprises aussi. Sur l'économie, ils peuvent s'entendre à un moment donné, parce que de toute façon, il y a le feu. Aujourd'hui, il y a le feu. Le feu, il date pas des élections. C'est depuis un an, mais c'est quelque chose que les journalistes ne veulent pas voir. Personne n'en parle, c'est pas intéressant, etc. Mais enfin, cette dette ne cesse de croître, et elle va coûter de plus en plus cher. La charge de la dette, ce sera bientôt le premier budget de l'État. Non, mais c'est quelque chose de fou. Absolument. On s'est enfermé dans un piège, et aujourd'hui, c'est vrai que par rapport à ça, je pense que si on est patriote, j'espère que et le président et le futur Premier ministre, quel qu'il soit, le soit, ils essaieront quand même de faire des choses. Attendons, avant ce scénario. Mitterrand, après la catastrophe bérégovois, vous savez, quand Balladur était Premier ministre, il était tout à fait pour l'emprunt Balladur, et d'ailleurs il a même souscrit l'emprunt. Avant que ce scénario se réalise ou non, il y a quand même beaucoup d'étapes, et notamment des artistes, des hommes, des personnalités publiques, première d'entre eux, extrêmement populaire, Kylian Mbappé, qui prend position contre les extrêmes, dit-il. Écoutez-le. Kylian Mbappé est contre les extrêmes, contre les idées qui divisent. Comme j'ai dit, on a l'opportunité de choisir le futur de notre pays, et c'est une tâche qu'il faut souligner, c'est très important. Comme j'ai dit, j'ai envie d'être fier de porter ce maillot le 7. J'ai pas envie de représenter un pays qui correspond pas à mes valeurs, qui correspond pas à nos valeurs, parce que je pense et j'espère qu'on est tous dans le même cas. Et c'est plus important, comme j'ai dit, que le match de demain. Et c'est une vérité, et j'espère qu'on m'en voudra. Aujourd'hui, quand Kylian Mbappé dit non aux extrêmes, c'est pour vous? Je ne sais pas si c'est pour nous. En tout état de cause, je ne souhaite pas rentrer dans la polémique. Je veux dire, les Français sont un peuple hautement politisé. Ils ont le choix, dimanche 30 juin et le 7 juillet, de savoir quelle majorité ils souhaitent. Moi, la seule chose que je dis, c'est que peut-être quand on porte le maillot de l'équipe de France, le drapeau français sur ses épaules, on représente toute la nation, quelle que soit la couleur de peau, quelles que soient les opinions politiques, religieuses, philosophiques. Et peut-être que c'était déplacé, mais je ne veux pas rentrer dans cette polémique après tout. Ce qu'a fait Mbappé est déplacé selon vous? Non, il a le droit d'en parler. Peut-être qu'il aurait peut-être dû respecter la position des autorités sportives, à savoir de la Fédération française de football, qui avait quand même appelé à un droit de réserve des joueurs.
Oui, Darius. Non, là-dessus, juste une petite phrase sur Mayotte. On ne peut pas comparer la situation de Mayotte à la situation de l'Hexagone. C'est pas possible, j'y suis allé. La submersion est telle là-bas qu'effectivement, il faut faire quelque chose. Donc, juste un point de précision. Mais vous avez remis en cause le droit du sol, là. Oui, mais parce que la situation. C'était juste pour savoir, parce que ça paraissait absolument catastrophique et extrémiste, mais c'est vous qui l'avez mis en œuvre. Comparaison n'est pas raison. Pour Kylian Mbappé, c'est vrai qu'il y a une vieille tradition en France où les sportifs, les artistes, enfin les gens qui représentent beaucoup la population ne doivent pas s'exprimer sur leurs opinions politiques. Moi, je trouve ça un petit peu dépassé. Enfin, ce qui se passe aujourd'hui saisit tout le monde. Donc, Kylian Mbappé s'exprime. Il a bien dit qu'il était contre tous les extrêmes et je ne peux que le suivre sur ce chemin. Alors, ouvrons le débat. Non, moi je suis complètement en faveur de la prise de position de Mbappé, c'est-à-dire pour le fait qu'il a le droit de prendre position, lui comme Marcus Thuram, comme l'influenceur Squeezie, qui je le rappelle a 19 millions de followers, donc n'ayons aucun mépris pour lui, au contraire. Et c'est en train de s'étendre, on l'apprend à l'instant. Et donc moi je suis, tout le monde a un point de vue, tout le monde a un point de vue sur ce plateau, tout le monde a un point de vue qu'on soit sur ce plateau ou pas, donc je ne vois pas pourquoi des acteurs, des actrices qui sont parfois frileux justement n'aurait pas le droit de donner. Et s'il l'a fait, Kylian Mbappé, c'est qu'il a estimé important de le faire. Et tribune, je me permets d'ajouter, tribune à paraître, Yannick Noah, François Gabard, Marie-Josée Pérec, Marion Bartoli, qui signent une tribune contre l'extrême droite. D'accord. Et en tout cas, justement, je trouve que Kylian Mbappé, très finement, a simplement dit qu'il appelait les jeunes à voter. Et je suis désolé d'insister sur le fait que Kylian Mbappé a beaucoup d'influence sur les jeunes. Et leur dire qu'il faut aller voter n'est pas une mauvaise chose. Et qu'il était contre les extrêmes. Il n'a nommé personne, même si tout le monde comprend. Oui, non mais évidemment. Allez-y, François. Non, je vous en prie. Non, mais si, votre non, allez, assez de politesse, allons-y. Non, mais en fait, je veux dire, c'est absolument pas nouveau. Effectivement, ces prises de position, elles sont permanentes. Et ces prises de position contre l'extrême droite, elles sont très anciennes. En France, il y a quelque chose qui est très inscrit. Ça marche Plus ou moins. Le Rassemblement national est à 35%. Voilà. Moi, je réfléchirais un peu. Vous considérez, vous, que ça ne marche pas du tout, en fait. C'est contre-productif. Faut pas le faire. Pourquoi contre-productif? Pourquoi? Parce que je pense que les Français adorent Mbappé, y compris d'ailleurs les électeurs et les sympathisants du Rassemblement national, mais ils voient bien qu'il ne vit pas dans le même monde qu'eux. Enfin, j'ai oublié les sommes qu'il va toucher en partant travailler pour un club madrilène. Enfin, c'est une autre planète. Donc je pense que... Ne prendrait-il pas position? Mais c'est très bien qu'il prenne position. Moi, je suis ravi qu'on prenne position. Ça s'appelle du débat. Simplement, je pense... Non, moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'effectivement, on représente le pays quand on est un joueur de l'équipe de France, surtout avec le talent fabuleux d'Mbappé. Donc je trouve qu'un peu de réserve ne nuirait pas. Maintenant, il fait ce qu'il veut. Non, voilà, exactement, il fait ce qu'il veut. Si je peux me permettre, je dirais que tout le monde s'en fout. Ça n'a pas d'importance. Laissez-le l'un après l'autre. Aucune importance, si vous voulez. On regarde un peu, ça n'a aucune influence. Mais si. On voit ce qui se passe aux États-Unis. Mais enfin, il y avait absolument tout le monde culturel et sportif contre Donald Trump. Ils en ont fait des tonnes et des tonnes partout. C'était la fin du monde. Donald Trump a été élu, vous vous souvenez, en 2016. J'ai vu la même chose. J'étais à l'époque, j'ai suivi les élections, la campagne présidentielle de Ronald Reagan en 1980. C'était exactement la même chose. Et il n'y avait personne en face. Il n'y avait personne pour soutenir lui. Tout le monde était contre. Il a été élu par un raz-de-marée. Donc ça ne joue pas. Je dis pas que, en même temps, je dis pas qu'il faut traiter ces interventions avec mépris. Ce sont des pétitionnaires. C'est un mouvement très ancien. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Quand Franz dit on s'en fout, la plupart des gens peuvent adorer Mbappé, mais considérer que sa position politique n'a aucun effet. Bah oui, ils aiment le Moi, je suis d'accord avec Anne. Voilà. Mais c'est pas un penseur. D'accord. Ça n'est pas un penseur, certes, mais France. Moi, si on peut parler. Franchement, voilà. Il y a une crise de confiance dans ce pays entre les politiques et les Français, les citoyens. Elle n'est pas nouvelle, elle est ancienne. J'ai écrit 2 livres là-dessus, t'en as sûrement écrit, il y a des milliers d'articles qui sont parus là-dessus. Ça n'est pas un scoop. Je termine ma phrase. Donc, cette crise de confiance, elle existe, elle mène à une augmentation de l'abstention à peu près à tous les scrutins. Et Kylian Mbappé, à mon avis, en disant
aller voter. Il joue justement un rôle. Ben voilà, c'est tout ce que j'ai voulu dire. Oui, mais ça on a compris. Aller voter, c'est pas ça. Sauf que c'était l'inverse que disait France. Non, mais ça c'est bien. Ça c'est bien, exactement. Et bien c'est ce qu'il a dit. Voilà. Aller voter, ça mange pas de pain. Tout le monde est d'accord. Aller voter, et il a ajouté pas vers les extrêmes. Oui, on est d'accord. Mais c'est son droit. C'est la deuxième partie. C'est son droit. Non, mais simplement, moi, je rentre pas dans la polémique sur le fond. À la limite. Mais vous qui avez parcouru la France, vous avez vu quand même qu'on a énormément de clubs de foot, de sport, de fédérations, que l'autorité parfois est quelque chose de perdu. Et quel exemple on donne quand on est capitaine de l'équipe de France aussi, accessoirement, et qu'on outrepasse les positions de la Fédération française de football? Est-ce que vous pouvez avoir une réponse à cette question? Alors, non, mais moi, je rentre pas dans la polémique, encore une fois. J'ai pas envie qu'on reprenne une phrase. Je sais pas quoi. Je vous pose la question. Est-ce que vous pensez que c'est un exemple? N'a pas fait de commentaire sur hier. ce commentaire. Non, mais pas sur celui-là, pas sur celui de Kylian Mbappé. Sur celui de Marcus. C'était sur Marcus Thuram. En appelant tout le monde à garder un Et c'est en réponse à ce commentaire de la Fédération que Kylian Mbappé a fait une déclaration un peu différente, à mon avis assez fine, que nous comprenons tous, exactement, vous avez raison, mais il n'a pas dit pour qui voter. Il a été très fin. Bruno Millienne. Pour clore la polémique, mais il est évident qu'il y a non, c'est pas clore, il va continuer. Non, mais il y a une dichotomie. Avec toi, tout à fait. France a peut-être raison en disant que je suis d'accord avec France. Entre guillemets consigne de vote les hommes sont d'accord entre eux et les femmes sont d'accord entre elles. Ça peut-être. Mais il est important qu'ils prennent position, ne serait-ce que pour entraîner les jeunes à aller voter. Et quand la fédération interagit là-dessus en disant mais c'est pas notre rôle, c'est de l'hypocrisie. Mais c'est la même chose. Mais c'est la même chose pour les organisations syndicales. Enfin, vous le voyez bien, vous savez très bien. Comme si on faisait dans un monde sans opinion. Mais pardon, est-ce que ça annonce une levée de bouclier si demain le RN est réellement au pouvoir, pas peut-être au pouvoir, mais s'il y a à Matignon Jordan Bardella. Regardez ces autres prises de position. Vous parliez de Squeezie et de Thibaut Inchep. En attendant, il a révisé Guillaume Roquette. Il apprend qui est Thibaut Inchep. Il apprend qui est Squeezie. Numéro 2. Combien a-t-il d'abonnés, Squeezie? 19 millions. Pas mal. Et Thibaut Inchep? Un peu plus. Mais lui n'a pas pris parti, le numéro 1. Alors que le deuxième, Squeezie, a pris parti et il a perdu des dizaines de milliers de followers depuis qu'il a pris parti. Marion Cotillard. Regardez Marion Cotillard, c'est une des photos les plus commentées sur les réseaux. Ça vous fait sourire, Cotarac? Pourquoi? Non, pas du tout. Regardez l'image. Je n'ai pas vu la photo, donc. Regardez l'image de Marion Cotillard. Je ne sais pas si on peut la voir avec son pins. Voilà. Je ne sais pas si on arrive à lire le pins. Il n'est pas visible. Il est en dessous. Il est en dessous. Il est caché par le bandeau. Voilà. Rassemblement national. Le Rassemblement national avec un Z. Voilà. Le Front National. Ça aussi. Voilà, j'emmerde. La jeunesse emmerde le Front National avec Z. Moi, je pense que Marion Cotillard a moins d'influence, pour le coup, que les sportifs. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la gauche, les intellectuels, traditionnellement, sont à gauche. Donc, qu'ils affichent ça ne va rien changer à la chose. Non, mais on n'est pas là pour juger qui a le plus d'influence, en fait. Le fait est qu'ils se sont exprimés. Voilà. Alors mais qui vont s'exprimer. Être pour ou contre, mais ils se sont exprimés. Et voilà, moi, ça ne me pose aucun problème. Est-ce que ça annonce un sursaut? C'est-à-dire, est-ce qu'il va y avoir, si Jordan Bardella est à Matignon le 8 juillet ou quelques jours plus tard, des centaines de milliers, des millions de gens, pas seulement cette fois les prises de position de Mbappé, Cotillard et autres, mais des millions de jeunes en particulier dans la rue? Je ne suis pas certaine. Je ne suis pas certaine. En fait, on ne sait pas. Moi, ce que je pense qui va être important, c'est la période qui va précéder l'élection, le deuxième tour. C'est-à-dire qu'on va voir s'il y a une coalition dans la rue, si ça se bataille, si ça prend un peu le feu. Mais si le calme, cette tranquillité à laquelle aspire Marine Le Pen se confirme, je pense que les Français sont extrêmement inquiets par les questions financières, économiques. Il y a l'été qui va commencer, il y a les JO qui vont être lancés. Est-ce qu'il va y avoir une sorte de distraction avec les Français qui vont se dire finalement on va les laisser voir, on va laisser passer l'été, les JO, au moins avant la rentrée. Ça m'étonnerait qu'il y ait vraiment des millions de gens dans la rue, et de toute façon à Paris la sécurité ne le permettra pas, parce que dans 15 jours il y aura le lancement des JO. Ça ne se passera pas à Paris, mais la crainte que j'ai, parce qu'il y a au moins une personne en France qui ne voudra pas accepter Jordan Bardella comme Premier ministre. Il y en a beaucoup d'autres, mais au moins une. Emmanuel Macron. Non, elle s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Et là, le déchaînement des forces de la France insoumise va être terrible. Enfin, je rappelle quand même qu'en juin dernier... Mais
peu importe, ça sera en France. En juin dernier, il y a eu 10 jours d'émeutes. Je veux dire, des milliards d'euros de dégâts, une police qui était à la limite de la rupture. Les transports suspendus dans plusieurs villes de France. Mais absolument, c'est une situation gravissime sur laquelle d'ailleurs le président de la République ne s'est jamais exprimé. Lui qui prend la parole tous les matins pour nous commenter le fait du jour, et y compris quand il n'est pas très important, là il a été d'un silence absolu. Donc moi je veux bien qu'il y ait des risques de troubles avec le Rassemblement national. C'est d'ailleurs effectivement probable, et en tout cas on peut compter sur Jean-Luc Mélenchon et ses amis pour faire le maximum là-dessus, mais malheureusement les troubles, les Français ils les ont déjà connus. Avant de nous couper, Monsieur Cotarac et Monsieur Ménez, oui ou non, le Front National à Matignon, le Rassemblement National, c'est le désordre et le chaos, oui ou non? Ah mais obligatoirement, que ce soit Jordan Bardella ou que ce soit Jean-Luc Mélenchon, il y aura du désordre, il y aura du chaos. En plus sur 2 programmes qui ne sont pas réalistes économiquement. Pardon, mais vous l'avez dit, jamais on a eu des émeutes comme on a vécu sous Emmanuel Macron. Jamais on a eu un mouvement des gilets jaunes, une détresse sociale, une faillite d'entreprise pour les entrepreneurs. Jamais on a eu des mois et des mois de manifestations sur la réforme des retraites. Le chaos migratoire, sécuritaire et social, c'est la Macronie. Et s'il y a un vote d'adhésion pour le RN, c'est justement pour rétablir l'ordre et les lois de la République.